Donc bonjour à tous, je vais vous présenter pourquoi il est important de considérer les facteurs humains dans vos projets et pourquoi on a utilisé les facteurs humains pour pouvoir créer une collaboration homme-IA. Donc je vais vous présenter rapidement le projet Co2Team, la différence entre l'IA et ce qu'on appelle le cognitive computing, l'intérêt des facteurs humains dans vos projets, comment on va réaliser une expérience pour valider en fait les résultats de nos recherches, et enfin une petite conclusion sur les facteurs humains. Donc le projet Co2Team pour Cognitive Collaboration for Teaming, c'est un projet européen financé par Clean Sky 2. Aujourd'hui, les compagnies aériennes cherchent à aller vers des avions à un seul pilote et les constructeurs aériens, eux, cherchent à automatiser de plus en plus leurs avions pour aller vers des avions sans pilote. Le projet Co2Team s'inscrit en fait dans cet axe-là et cherche à aller vers un avion plus autonome, mais en passant par un avion avec un seul pilote. Et pour ça, on va utiliser de l'IA pour aider efficacement le pilote. Parce que même si aujourd'hui on a des pilotes qui sont très doués, on considère qu'ils ont besoin d'une aide additionnelle. Donc ça représente exactement ce qu'on veut éviter aujourd'hui, c'est-à-dire donner la main de l'avion à des machines complètement et demander à l'humain d'intervenir seulement quand il y a un problème. La NASA a testé et ça ne marche pas du tout. En fait, l'humain n'est pas capable de reprendre la main sur un avion sans avoir eu connaissance avant de tout ce qui s'est passé. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on veut éviter avec notre projet. Donc aujourd'hui, les avions sont déjà très automatisés et le problème de l'automatisation, c'est que ça change en fait la façon de travailler des pilotes et donc ça change les compétences humaines. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'automatisation. Quand tout va bien, en fait, la charge de travail du pilote diminue avec l'introduction de nouvelles technologies, mais par contre, elle augmente de nouveau dès qu'il y a des problèmes, dès qu'il y a des pannes. Par exemple, un A380, il y a à peu près 10 ans, a eu un problème sur un moteur, alors qu'il en a 4, qui a entraîné 54 messages de panne, et l'équipage a mis 50 minutes à résoudre tous ces messages. Alors les pilotes n'ont pas toujours autant de temps devant eux avant une catastrophe. Par exemple, l'avion qui s'est posé dans l'Hudson à New York, les pilotes ont eu à peine 2 minutes pour poser l'avion. Donc on s'est demandé en fait comment on va utiliser l'intelligence artificielle et plus précisément le cognitive computing pour aider les pilotes mais d'une façon différente. Donc pour éviter de modifier en fait les performances humaines des pilotes, on va chercher à utiliser l'IA pour renforcer ses compétences du pilote et pour favoriser les processus cognitifs du pilote. Ainsi, en fait, avec l'introduction de l'IA, on veut que la charge de travail du pilote, que ce soit en conditions normales comme avec des pannes, elle soit gérable et acceptable. Et donc on va utiliser les avantages de l'IA pour traiter une grande quantité de données, là où l'humain est plus limité par rapport à une IA, de monitorer en fait, donc de surveiller toutes ces données, c'est là où l'humain est le plus mauvais, et enfin de recouper toutes ces données entre elles pour permettre d'avoir des informations utiles au pilote. Alors qu'est-ce que c'est que le cognitive computing? Le cognitive computing et l'IA utilisent les mêmes technologies, c'est-à-dire du machine learning, du natural language processing, du neural network, du deep learning, etc. Les deux peuvent résoudre des problèmes très complexes, mais ils ont des objectifs différents. Le cognitive computing, lui, vise à améliorer la prise de décision de l'humain, donc du pilote, et cherche à créer des interactions naturelles avec l'homme. Tandis que l'IA, elle, cherche à automatiser les processus et à résoudre des problèmes sans intervention humaine. Aujourd'hui, en fait, l'IA et les algorithmes de machine learning sont vus comme des boîtes noires, c'est-à-dire que, en gros, on a un résultat, mais on n'a pas d'explicabilité à ce résultat. Et le problème, c'est que par exemple aujourd'hui, l'IA est utilisée, veut être utilisée dans la médecine, par exemple pour le traitement, pour la détection des cancers de la peau. Mais aujourd'hui, le médecin n'a aucune visibilité et donc du coup, en fait, il n'est pas capable de juger les résultats et donc il ne va pas utiliser en fait cette machine. Mais si on arrive à créer une explicabilité, ça va permettre au médecin de juger ses résultats, mais aussi de pouvoir créer une communication bidirectionnelle et donc de fournir une information retour à l'IA pour améliorer l'apprentissage. Donc en gros, on se retrouve avec dans une situation de win-win pour l'IA comme pour le médecin. Mais générer cette explicabilité, donc les étapes de 1 à 4, ici, sur ce schéma, ça ne suffit pas, il faut également aussi communiquer cette explicabilité
par un canal de communication adapté et par une représentation adaptée, que ce soit du texte, un graphique, de la voix ou autre. Et c'est seulement ainsi que en fait, l'utilisateur va pouvoir utiliser cette nouvelle information, mettre à jour son état mental et faire un retour d'information à l'IA. Donc comme dit, le but n'est pas d'ajouter un nouvel outil pour le pilote, mais vraiment de créer un véritable coéquipier intelligent. Donc pour créer cette collaboration cognitive entre le pilote et l'agent intelligent, il faut faire une étude approfondie et centrale des facteurs humains et des sciences cognitives. La coopération, c'est une répartition des tâches et des rôles au sein des membres de l'équipe. Et par exemple, l'IA Force the Win a montré qu'il était possible de créer une coopération entre l'humain et l'IA dans un jeu de FPS où le but c'est de capturer un drapeau, c'est-à-dire d'aller chercher le drapeau dans le camp ennemi et le ramener dans son propre camp. Donc quand tout va bien, ça marche plutôt bien. Et l'humain va pas chercher à comprendre pourquoi ça se passe bien, mais par contre, dès qu'il y a un problème, là, l'humain va chercher à comprendre, et donc il y aura ce besoin de communication bidirectionnelle pour éviter cette perte de confiance et de compréhension. Sinon, on se retrouve dans le même schéma qu'avec l'automatisation quand il y a une panne. Donc la communication bidirectionnelle permet à l'humain et à l'IA de se coordonner de manière dynamique et adaptative pour créer une cognition d'équipe, et cela permet d'accomplir des tâches ensemble. C'est ainsi qu'on crée une communication, une collaboration plus naturelle avec plus d'engagement du côté humain et côté IA. Donc les facteurs humains sont l'application de principes psychologiques et physiologiques à l'ingénierie et à la conception de produits, de procédés et de systèmes. La première composante est cognitive parce que la pensée, la résolution de problèmes et la prise de décision jouent désormais un rôle plus important dans notre vie quotidienne que la force physique ou la dextérité. Les tours de magie fonctionnent parce que les humains ont un processus d'attention qui est piratable. Par exemple, dans ce jeu de bento, en fait, votre attention est attirée sur un gobelet alors que la boule en fait se trouve à un autre endroit. Donc en comprenant comment il est possible de pirater notre cerveau, il est possible de contrôler notre attention, la perception de la réalité et d'utiliser les mêmes astuces cognitives pour créer un système d'aide au pilote efficace et une bonne collaboration homme-IA. Et en fait, l'humain voit souvent ce qu'il a envie de voir plutôt que ce qui est devant lui. En fait, on peut maintenir des problèmes tant au niveau individuel que collectif qui peuvent faire perdre en qualité de prise de décision. Et c'est là qu'en fait, on peut utiliser l'IA pour éviter de créer des biais cognitifs. Le deuxième volet des facteurs humains, c'est l'ingénierie, car nous nous consacrons à l'élaboration de concepts, de méthodes et d'outils d'analyse. Et enfin, le troisième volet, c'est la conception de systèmes utiles et acceptables pour aider les humains dans leur activité. En fait, on cherche un sens pratique et réaliste de ce qui se passe vraiment pour l'utilisateur. Et donc, les facteurs humains s'intéressent aux problèmes du travail humain dans des domaines comme l'efficacité, l'efficience, le bien-être, le risque, la sûreté et la sécurité. Alors, pourquoi on fait cela? Pour éviter des échecs. Par exemple, les Google Glass, qui est un produit technologiquement très bien, mais qui n'est pas du tout adapté à l'utilisateur. Personne n'a envie de ressembler à un nerd dans la rue avec ça sur la tête. Deuxième exemple, c'est la TV 3D. Ils n'ont pas pris en compte en fait en créant les télés qu'une partie du public n'était pas réceptive à la 3D, qu'une partie avait mal à la tête avec l'utilisation des lunettes, et donc du coup le contenu en fait n'a pas suivi, et aujourd'hui les télé 3D sont abandonnées. Un troisième exemple, c'est Windows 8. Ils ont voulu créer une interface pour écran tactile sur des ordinateurs de bureau. Et donc en fait, le matériel n'était pas du tout adapté, les utilisateurs n'étaient pas non plus pour. Et donc du coup, Windows 8, gros échec commercial. Donc ça, ce sont que des exemples avec un impact financier. Mais dans des domaines plus sensibles comme la santé, le nucléaire ou l'aéronautique, les dommages collatéraux sont bien plus importants et se comptent en vie humaine. Par exemple, on a eu les exemples de Boeing 737 MAX récemment et Tchernobyl aussi. Grand problème de facteurs humains. Donc dans tous ces domaines, les facteurs humains sont depuis 30 ans obligatoires en fait. Et donc pour revenir à notre projet, il y a eu des précédents tentatives en fait de créer des copilotes électroniques, par exemple pour le Rafale, ou des Pilot Associates pour l'US Air Force. Et tous ces projets-là, en fait, n'ont pas été adaptés aux pilotes. Les pilotes les ont rejetés
en disant que ce n'était pas leur façon de travailler, et donc du coup, ce fut également des échecs. Pardon. Donc en fait, on va utiliser les facteurs humains pour aider à concevoir des systèmes qui sont adaptés à l'utilisateur, plutôt que d'avoir des systèmes auxquels les utilisateurs doivent s'adapter. Cela implique un investissement supplémentaire au départ, mais au final, on va s'y retrouver. Et donc, dans notre cas de coéquipier intelligent, pour avoir une meilleure acceptabilité, on prend en compte une large partie des facteurs humains, on cherche à concevoir une bonne interface et de bonnes interactions homme-machine, et avoir une bonne cognition d'équipe, en fait. Donc en étudiant les facteurs humains côté IA et côté humain, on passe d'un assistant ou associé à un vrai coéquipier qu'on appelle le Cognitive Computing Teammate. Donc on s'intéresse aussi aux différents moyens possibles de communication entre l'homme et l'IA, puisqu'on a besoin de cette communication bidirectionnelle dont je vais vous parler. Dans un échange entre deux personnes, les mots ne représentent que 7% de la communication. Les 93% passent par les intonations de voix et par du langage corporel. Donc on a du verbal et du non-verbal surtout. Et donc en fait la communication bidirectionnelle multimodale est nécessaire et permet de garder cette communication verbale et non verbale de l'humain et de créer une communication qui sera plus naturelle, qui permet plus d'engagement et surtout un maximum de clarté dans les échanges. Donc en fonction du contexte, il faut adapter le canal de communication, le contenu et comment on le représente. Exemple, si vous êtes en train de lire un livre et que je vous parle en même temps, vous n'allez pas pouvoir traiter les deux informations en même temps. Et donc, il faut adapter la communication en fonction de la tâche en cours, de la priorisation qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a une urgence ou pas à traiter cette information. Par exemple, ça ne sert à rien de donner des informations en tête basse à un pilote s'il est en train de regarder en haut. Un autre exemple, c'est la pub sur Waze qui apparaît maintenant quand vous êtes à l'arrêt, et les messages d'alerte, eux, apparaissent toujours quand vous roulez, parce qu'il y a une redondance visuelle et auditive pour améliorer le traitement de cette information. C'est un moyen en fait pour pirater votre attention à un moment donné sur un danger. Mais par contre, si cette redondance auditive et visuelle est utilisée en permanence, elle ne sert plus à rien. Et pareil, donc il ne faut pas donner des informations à un pilote par audio si le pilote est déjà en train de communiquer avec le tour de contrôle. Il ne pourra pas traiter les deux informations. Donc il ne faut pas surcharger en fait le canal auditif ni le canal visuel. Il faut l'adapter pour ne pas surcharger cognitivement le pilote, car sinon l'information sera traitée partiellement, voire pas du tout ou mal. Donc l'humain, lui, peut utiliser différents moyens pour communiquer avec l'IA. Il peut utiliser les gestes, le tactile, la vue, la voix. Et dans notre démarche facteur humain, on a interviewé des pilotes. Et la communication orale est la plus simple, la plus naturelle, et c'est celle qui est également promue par les pilotes. En fait, dans nos entretiens, on leur a demandé de se projeter dans un vol qu'ils ont fait récemment. Et on leur a demandé comment ils se voyaient avec une IA et comment ils voulaient communiquer avec elle. Donc ils ont dit que l'audio c'était le plus simple, qu'ils ne se voyaient pas avec un clavier ou une souris, qu'ils ne se voyaient pas avec des trackballs, etc. L'écran tactile permet aussi une interaction directe et rapide, mais nécessite d'avoir une attention visuelle, c'est-à-dire de regarder l'écran et d'avoir une main de libre. Par exemple, dans votre voiture, avec un écran tactile ou avec un téléphone, vous ne pouvez pas passer les vitesses, taper sur l'écran et regarder devant vous en même temps. Le tracking des mouvements et des yeux peut être utilisé en complément et de façon additionnelle pour une meilleure précision et pour garder cette communication non verbale. Par exemple, ça permettra au pilote de pointer une information dans le cockpit ou de pointer des informations en dehors, etc. Et l'IA peut également communiquer avec l'humain, avec le pilote, donc en utilisant les divers sens en fait de l'humain. Donc l'audio est toujours privilégié, mais on peut utiliser par exemple des lunettes de réalité augmentée en fait pour attirer l'attention du pilote sur des informations dans le cockpit ou en dehors. Donc comment tout cela est implémenté en fait? On va récupérer d'un côté toutes les informations de l'avion. On aura toutes les informations liées au pilote qui permettent la communication. On aura notre élément de traitement, c'est-à-dire notre IA, notre Cognitive Computing Teammate, qui va contrôler les informations en entrée, les traiter et les recouper entre elles. Et enfin, on aura notre élément de communication avec notre interface interaction homme-machine et cette partie verbale, non verbale et les multimodalités pour communiquer avec le pilote. Donc d'un côté, on a notre pilote, on a notre Cognitive Computing Teammate d'IA,
On a la communication multimodale bidirectionnelle et nos interfaces interaction homme-machine. On a les facteurs humains comme élément central qui sont appliqués à tous ces domaines. Et tout cela, en fait, va permettre de créer cette équipe homme-machine intelligente. Donc, au cours des prochains mois, nous allons tester notre solution et la valider sur un simulateur d'A320 avec des pilotes de ligne. Nous aurons pour ça donc 20 pilotes à notre disposition qui vont venir faire l'expérience et nous allons proposer 3 niveaux d'assistance différents. En gros, on veut voir s'il faut aller jusqu'à une version évoluée d'IA pour remplacer le copilote par une IA, ou est-ce qu'on peut mettre une IA de type Google Home pour faire ce que fait aujourd'hui un copilote. Donc on a défini 4 modalités avec 3 niveaux d'assistance différents. Donc la première modalité, c'est le pilote tout seul, sans assistance, sans IA. La deuxième modalité avec une IA à la demande, de type un peu Google Home. Donc si le pilote sent qu'il a besoin d'aide, il fait appel à l'IA, sinon l'IA n'intervient pas. Dans la troisième modalité, on a une IA simple. Donc le pilote peut demander à l'IA d'intervenir. L'IA peut d'elle-même intervenir et donner des aides au pilote, mais par contre, elle ne prend pas en compte tout l'aspect facteur humain. En gros, ça donne des informations au pilote, mais ça ne prend pas en compte la tâche en cours, ça adapte pas la modalité de communication, etc. Et enfin, la dernière modalité, on a une IA qui est évoluée de type proactive et de niveau Cognitive Computing Teammate. Donc là, pareil, elle peut prendre des décisions, elle peut aider le pilote dans ses prises de décision de manière proactive et le pilote peut demander de l'aide. Et cette version d'IA, en fait, donc s'adapte au pilote, à la tâche en cours, prend en compte le moyen de communication adapté à l'humain, etc. Donc pour vérifier en fait notre expérience, eh bien, on va faire des mesures subjectives et objectives qui vont permettre de valider nos hypothèses. Donc par exemple, on va faire des questionnaires et des entretiens après les expériences avec les pilotes. On veut connaître en fait pendant l'expérience leur conscience de situation, leur charge de travail à différents moments du scénario, les avantages et convivialité de chaque IHM, leur perception de la fiabilité, le confort et surtout la volonté d'utilisation de tel système. En mesure objective, on va compter le nombre d'échanges entre les deux pour savoir combien de fois le pilote a demandé de l'aide. Donc par rapport à sa conscience de situation, du danger, du risque, combien de fois l'IA a considéré que le pilote avait besoin d'aide et combien de temps ça a pris au pilote pour prendre les bonnes décisions. Donc, au cours des prochains mois, nous allons tester notre solution et la valider sur un simulateur d'A320 avec des pilotes de ligne. Nous aurons pour ça donc 20 pilotes à notre disposition qui vont venir faire l'expérience et nous allons proposer 3 niveaux d'assistance différents. En gros, on veut voir s'il faut aller jusqu'à une version évoluée d'IA pour remplacer le copilote par une IA, ou est-ce qu'on peut mettre une IA de type Google Home pour faire ce que fait aujourd'hui un copilote. Donc on a défini 4 modalités avec 3 niveaux d'assistance différents. Donc la première modalité, c'est le pilote tout seul, sans assistance, sans IA. La deuxième modalité avec une IA à la demande, de type un peu Google Home. Donc si le pilote sent qu'il a besoin d'aide, il fait appel à l'IA, sinon l'IA n'intervient pas. Dans la troisième modalité, on a une IA simple. Donc le pilote peut demander à l'IA d'intervenir. L'IA peut d'elle-même intervenir et donner des aides au pilote, mais par contre, elle ne prend pas en compte tout l'aspect facteur humain. En gros, ça donne des informations au pilote, mais ça ne prend pas en compte la tâche en cours, ça adapte pas la modalité de communication, etc. Et enfin, la dernière modalité, on a une IA qui est évoluée de type proactive et de niveau Cognitive Computing Teammate. Donc là, pareil, elle peut prendre des décisions, elle peut aider le pilote dans ses prises de décision de manière proactive et le pilote peut demander de l'aide. Et cette version d'IA, en fait, donc s'adapte au pilote, à la tâche en cours, prend en compte le moyen de communication adapté à l'humain, etc. Donc pour vérifier en fait notre expérience, eh bien, on va faire des mesures subjectives et objectives qui vont permettre de valider nos hypothèses. Donc par exemple, on va faire des questionnaires et des entretiens après les expériences avec les pilotes. On veut connaître en fait pendant l'expérience leur conscience de situation, leur charge de travail à différents moments du scénario, les avantages et convivialité de chaque IHM, leur perception de la fiabilité, le confort et surtout la volonté d'utilisation de tel système.
En mesure objective, on va compter le nombre d'échanges entre les deux pour savoir combien de fois le pilote a demandé de l'aide, donc par rapport à sa conscience de situation, du danger, du risque, combien de fois l'IA a considéré que le pilote avait besoin d'aide, et combien de temps ça a pris au pilote pour prendre les bonnes décisions. Donc voici nos deux hypothèses. Donc l'hypothèse numéro 1, c'est que pour avoir un vol avec un seul pilote, on a besoin d'un coéquipier collaboratif proactif, donc qui prend lui-même la décision en fait d'aider le pilote quand il sent qu'il a besoin d'aide. Donc pour ça en fait on va comparer donc les deux premières modalités avec les modalités 3 et 4. Et en fait, et notre hypothèse numéro 2, c'est un coéquipier évolué est nécessaire pour faire des vols à un seul pilote. Et donc là, on va comparer en fait les résultats des modalités 3 avec la modalité 4. Donc les facteurs humains jouent un rôle important dans le développement de produits à succès et la discipline de la conception centrée facteurs humains vous aide à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez potentiellement améliorer votre système, accroître la productivité, la sécurité et surtout la satisfaction générale lors de l'utilisation de votre système. Et la conception centrée utilisateur facteur humain consiste à comprendre les capacités, les limites de l'utilisateur, puis à appliquer ces connaissances à la conception des produits. C'est une combinaison, en fait, le facteur humain, de plusieurs disciplines, la psychologie, la sociologie, l'ingénierie et le design. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, il faut prendre en compte l'utilisateur final dans vos projets dès le début de la conception de votre système pour bien connaître les besoins pour être sûr que votre système, à la fin, sera utilisé par l'utilisateur et sera surtout adapté. Merci à tous.